Merci. Alors, notre programme aujourd'hui, nous allons parler de comment entreprendre de façon innovante dans l'hôtellerie. Alors cette réflexion nous est venue suite à un certain nombre de discussions que nous avons pu avoir, et j'ai souvent entendu dire que les hôteliers étaient des gens qui n'étaient pas innovants. Et qu'en général, les innovations qui existaient dans l'hôtellerie ne venaient pas de l'hôtellerie. Alors j'ai trouvé ça un petit peu vexant, et je me suis dit qu'éventuellement on allait pouvoir faire un petit tour d'horizon de ce qui se passait dans ce secteur d'activité qu'est l'hôtellerie. Alors effectivement, si on constate déjà dans un premier temps que l'un des premiers hôtels qui est apparu au monde date à peu près de 1705, c'est les Japonais qui l'ont mis au point, on peut quand même regarder qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions dans ce secteur d'activité, dans les années 70 par exemple, dans un premier temps, où sont apparues des premières marques qu'on appelle omnibrand, donc on a commencé à structurer un petit peu le métier, et on était sur des systèmes assez simples, d'une marque, et on vendait un produit très fortement standardisé. Là sont apparus les GDS, qui sont des systèmes de distribution, et ces systèmes de distribution ont été créés par des compagnies aériennes. Donc là encore, les hôteliers n'ont rien fait. 20 ans plus tard, et on voit qu'effectivement les innovations sont cycliques, il y a un certain nombre de cycles qui existent, sont apparus dans les années 90 de nouveaux systèmes hôteliers où les groupes ont commencé à mettre en place de nouvelles marques, de manière à pouvoir offrir à leur clientèle des produits et des nouveaux produits sur l'ensemble des segmentations clientèle. On a mis en place aussi le revenu management, encore une chose que nous n'avons pas créée. Le revenu management étant des systèmes de distribution et de gestion des prix. Sont arrivés aussi, et c'est pour vous donner, pour vous faire un petit panorama de ce qui se passe dans le secteur, quelques données de cadrage, sont arrivées les stratégies d'asset light, c'est-à-dire la capacité à revendre demain ces biens immobiliers pour pouvoir chercher de la croissance et se développer plus rapidement, puisque les investissements hôteliers sont quand même assez lourds quand on veut acheter un immeuble, puisque un hôtel, c'est avant tout un immeuble. Sont arrivés aussi les franchiseurs pure players, ça vient du retail, donc de tout ce qui est commerce, où là, effectivement, il n'y a plus qu'une marque, et les sociétés de franchise, je pense à des sociétés comme Marriott, sont des sociétés qui ne vont faire que de la commercialisation et de la standardisation de produits, sans aucun support, qu'il soit juridique ou qu'il soit des supports de gestion. Et on est donc arrivé à une relation, ce qu'on appelle aujourd'hui dans ce métier, une relation tripartite, où on a d'un côté le propriétaire de l'hôtel, de l'autre côté l'investisseur, et éventuellement ou une marque qui va opérer l'hôtel, des marques comme Accor, ou des marques qui vont être des pure players comme Marriott. Dans les années 2000, donc 20 ans plus tard, donc encore un cycle de vie, 20 ans plus tard, on a un développement fort des acteurs du web, notamment les OTAs, qui sont très décriés, et on a pu voir dans la presse ces derniers temps, je vois des gens qui sourient, on a pu voir dans la presse ces derniers temps, effectivement, un certain nombre de réactions et d'actions qui ont été entreprises contre les OTAs. Donc on a une spécialisation de plus en plus forte des acteurs, avec une relation quadripartite, d'un côté l'investisseur, le propriétaire, éventuellement des compagnies qui sont des compagnies opérateurs d'hôtels, je pense notamment à des compagnies comme Interstate, qui sont relativement peu connues sur le marché, mais qui gèrent aujourd'hui à peu près 500 hôtels dans le monde, et qui eux n'en font que de l'opération d'hôtels. Et on a un quatrième acteur qui est le franchiseur, qui lui va faire de la commercialisation de produits hôteliers. Alors ces différentes évolutions, on les voit aussi dans le marketing, et dans un marketing plutôt global et plutôt général. Alors je vais le passer très rapidement. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, le marketing, lui aussi, se spécialise de plus en plus. On est parti d'un marketing de masse pour arriver sur un marketing qui est un marketing beaucoup plus individualisé dans les années 80, qu'on appelle du marketing one-to-one. Et le rêve de tout marketeur, c'est effectivement de pouvoir demain adresser un message personnalisé à chacun de ses clients. Est-ce possible ? J'aimerais bien le savoir. Et y a-t-il des innovations là-dessus ? Je n'ai pas la boule de cristal, donc je n'ai pas la prétention de vous donner la recette miracle aujourd'hui. En revanche, effectivement, pour les 20 prochaines années, si on se dit qu'il y a une forme de cycle dans ce métier, qu'est-ce qu'on peut imaginer et qu'est-ce qu'on doit imaginer demain ? Alors, je vous ai fait un petit schéma et j'appelle ça le don d'ubiquité. Alors, je suis comme vous, je n'ai pas le don d'ubiquité. En revanche, on peut constater effectivement que sur l'expérience client et le cycle d'achat du client, on va le retrouver pratiquement depuis l'acte de réflexion avant l'achat,
en passant ensuite par l'évaluation de l'achat. Alors c'est là qu'on commence à aller sur le net, à regarder un petit peu. On évalue aussi simplement en tant que client son budget. Est-ce que j'ai les moyens de partir en week-end? Est-ce que j'ai les moyens de prendre des vacances? Ensuite, on va comparer. Alors ça, on aime beaucoup, on compare, on ouvre 15 fenêtres, en règle générale à peu près 16 fenêtres, et ensuite on clique sur la croix rouge. Une fois qu'on a comparé, on va aller sélectionner son séjour, et c'est là où, en général, on a la shortlist. Il nous reste à peu près 3 sites sur lesquels on va commencer à se dire, tiens, ces 3-là, les prix sont intéressants. On est allé sur les moteurs de recherche, on a comparé, on est allé sur des sites de comparaison. Une fois que j'ai fait ça, je réserve, et là, je sors ma carte de crédit, et le but du jeu, effectivement, de toute entreprise, c'est bien de gagner de l'argent. Il va donc falloir avoir une stratégie innovante, il va falloir être performant sur l'ensemble des points de contact avec le client en termes de relation client. Je réserve et je consomme mon séjour, et aujourd'hui les gens sont de plus en plus informés. Les gens, avant même le séjour, grâce à des sites comme TripAdvisor, vont savoir ce à quoi ils doivent s'attendre. Donc on est dans l'obligation de répondre à ces attentes clients. Une fois que j'ai réservé et consommé, je vais commencer à communiquer. Alors je vais communiquer sur les réseaux sociaux, moi en tant que client, je vais aller sur Facebook, je vais aller sur TripAdvisor, je vais avoir éventuellement des avis qui vont être des avis sollicités, donc je vais réserver par Booking, et à la fin de mon séjour, Booking va me demander un avis. Ça, ce sont des avis sollicités, et ces avis sollicités, contrairement à TripAdvisor, qui sont des avis tout à fait volontaires, sont en général moins révélateurs. Les gens ont plus tendance sur des sites comme TripAdvisor à donner des opinions positives. Et on constate au travers d'un certain nombre d'études qu'effectivement, il vaut mieux s'appuyer sur des sites comme TripAdvisor que des sites comme Booking, qui eux, par contre, sont des sites où l'avis est demandé. Et je communique auprès de mes petits camarades et je vais leur donner l'avis sur mon séjour. Et finalement, je reviens dans la même boucle d'achat, je reviens au cycle de pensée et je reviens à l'achat suivant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les points de contact avec les clients ne se limitent pas au service de base. Je ne peux pas me dire aujourd'hui, je suis dans mon auberge et puis j'accueille mon client et je vais essayer de lui donner le meilleur service possible. Je dois être présent sur l'ensemble des points de contact avec le client avant, pendant et après le séjour. Ce qui nous amène finalement au débat un petit peu d'aujourd'hui, c'est comment créer peut-être de nouveaux business models et comment créer l'innovation dans l'hôtellerie après ce petit tour d'horizon. Alors, si on regarde le schéma que vous avez devant vous, quand on veut essayer demain de créer quelque chose, 3 éléments sont importants. D'abord, une vision stratégique. J'ai besoin d'avoir une idée pour développer quelque chose. J'ai ensuite besoin de créer un business model. Dans ce business model, c'est là que je vais essayer de mettre en place des notions d'innovation, de modèle de revenus, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va me coûter et combien ça va me rapporter, d'une manière très simple, hein. On est là aussi pour ça. Et ensuite, quelle va être ma configuration d'activité, qu'est-ce que je veux mettre en place comme produit à destination de la clientèle. Et on arrive à la fin sur le niveau d'implémentation, qui sont les business process et les business plans, où là on commence à rentrer, je dirais, un petit peu dans le dur de l'activité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une innovation ? Et qu'est-ce que c'est qu'une innovation de rupture? C'est aujourd'hui quelque chose dont on parle relativement peu, qui est une nouvelle tendance en France. Et les innovations de rupture, ce sont des changements de concept, et surtout des changements de concept pour les clients. On a vu que l'hôtelier innovait peu. Si je prends le premier hôtel qui a été créé dans les années 700, mais finalement aujourd'hui il est toujours pareil, ce sont des auberges japonaises traditionnelles, et quand on va aujourd'hui dans une auberge traditionnelle japonaise, on retrouve le même produit qui a 1300 ans, ce qui est quand même assez préoccupant. En général, ces innovations de rupture et ces ruptures stratégiques doivent bénéficier aux clients en leur apportant pour un prix inférieur ou pour un même prix, une qualité qui doit être nettement supérieure. Et c'est là que les choses commencent à se complexifier. Comment faire avec les mêmes moyens mieux? C'est une bonne question, mais je n'ai toujours pas trouvé la réponse. En tout cas, si. Il peut y avoir quelques éléments de réponse. Si je prends par exemple des business models comme le business du low cost, et le low cost ne veut pas dire cheap. Cheap, c'est pas cher, c'est des produits de promotion, c'est autre chose. Le business model low cost est une véritable logique intellectuelle et une véritable logique de définition de business model. J'ai besoin dans un premier temps de redéfinir les vrais besoins du client.
quels sont les vrais besoins du client. Et j'y reviendrai dans quelques instants, c'est une notion qui est assez importante. Si je comprends bien les vrais besoins du client, je dois être en mesure normalement de pouvoir simplifier mon produit. Qui dit simplifier mon produit va me permettre d'avoir une réduction forte des coûts. On sait que l'hôtellerie a besoin de forts capitaux déjà pour se développer en termes d'immobilier, qui a ensuite un coût assez fort, qui est le coût de personnel, qui représente pour certains établissements jusqu'à 45% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez important. Cette réduction des coûts et cette simplification du produit doit me permettre d'offrir au marché un prix attractif. Et là, ça commence à être intéressant, parce que si j'ai un prix attractif, qu'est-ce que ça me permet ? Ça me permet d'avoir un volume de vente plus important. Alors, assez simplement, se dire, bon, je vais adapter un modèle low cost, certains l'ont fait. Formule 1 a adapté un modèle low cost. 20 ans plus tard, 40 ans peut-être, 40 ans plus tard, BF1 ne se développe plus et ferme un certain nombre de ses hôtels, et personne n'a envie de reprendre le flambeau sur ce type d'hôtel, puisque les besoins du client, aujourd'hui, ne correspondent plus à un produit comme Formule 1. Alors peut-être que si je vais chercher sur un autre modèle, sur un autre business model, si je vais chercher sur un business model de luxe, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Mais là, par contre, vous allez me dire, mais en termes de prix, un business model luxe, ça ne va pas le faire. C'est pas grave, parce qu'il y a plusieurs niveaux de luxe. Il y a un premier niveau de luxe, qui est ce que j'appelle le upper luxury, qu'on trouve en haut de ce triangle. Ensuite, un deuxième niveau de luxe, qui est un modèle de séduction, souvent où on retrouve de la mode, de la bijouterie, des choses comme ça. Et en troisième lieu en luxe, il existe ce qu'on appelle le premium. Alors le premium, ça peut être intéressant pour nous, parce qu'il ne va pas seulement se baser sur une notion de prix et d'exclusivité du produit. Le premium, c'est une stratégie réellement réaliste. Qu'est-ce que je vais offrir? Je vais chercher, là encore, à minimiser mes coûts, et je vais essayer d'avoir une augmentation des ventes sur le marché en mettant en avant une notion de sérieux, de fonctionnalité et surtout de rapport qualité-prix. Et là, je commence à me dire, tiens, peut-être qu'il peut y avoir un rapport entre des business models qui sont les business models du low cost et les business models du luxe. Et effectivement, on voit apparaître, et c'est une forte tendance sur le marché, on voit apparaître des mots comme le luxe abordable, le lifestyle. Et tout ça, je me dis, mais à quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est que ces hôtels où on me parle de lifestyle? Moi, j'ai mon style de vie, hein, aucun souci, mais est-ce que j'ai besoin que l'hôtelier s'occupe de mon style de vie? Pourquoi pas? Si l'hôtelier peut s'occuper de moi, a priori, il a quand même un service à m'offrir. Nous sommes dans un métier de service, ne l'oublions pas. Mais est-ce que luxe et low cost ne sont pas deux termes qui sont finalement des termes antinomiques? Je me pose encore la question. Bien finalement, j'ai trouvé un début de réponse. J'ai trouvé un début de réponse en me disant que si l'offre aujourd'hui sur le marché est en inadéquation avec l'offre de référence, je ne veux plus aller chez Formule 1, je n'ai pas forcément besoin d'une chambre de 45 mètres carrés. Pour dormir, soyons très honnêtes, une chambre de 25 mètres carrés, ça peut me suffire. Si j'ai une contrainte de prix, et on a vu récemment qu'il y avait un certain nombre de problèmes économiques et de crises économiques dans nos pays occidentaux, forcément la recherche de prix moyen et la recherche de prix va être importante pour le client. Et moi, en tant qu'investisseur, ce que je vais chercher à faire, alors ça ne marche pas sur l'écran, vous voyez la petite bulle qui se trouve en dessous, c'est l'optimisation de valeur. J'ai besoin de créer de la valeur dans mon entreprise. Ces trois éléments devraient me permettre, en alliant un modèle low cost et un modèle luxe, de créer des business models qui sont ce qu'on appelle des business models alternatifs. Alors c'est un petit peu l'association ou l'analogie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité où on vous disait c'est doré comme de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Eh ben, c'est un peu le principe. Soyons très simples, essayons de ne pas faire des grandes théories, essayons d'offrir à nos clients demain la capacité d'avoir un produit qui soit plus luxueux pour un prix plus abordable. Et je vous parlais de définition des besoins clients. Alors je suis allé chercher une petite étude qui a été faite, ne me demandez pas le nom du cabinet, j'en ai plus le moindre souvenir, je leur ai piqué.
tout simplement. Et je suis allé regarder un petit peu quelles étaient les attentes des clients. Alors sur ce schéma, vous avez ce qui est en rouge, ce sont les détracteurs de l'hôtel, et ce qui est en vert, ce sont les promoteurs de l'hôtel. Et quels sont les points principaux et quels sont finalement les véritables besoins du client, sur quoi les clients communiquent? On a vu sur le cycle de vie du produit qu'il fallait être présent auprès des clients. Eh bien, on constate que les clients aujourd'hui parlent à 71% pour les détracteurs de la chambre, pour les promoteurs à 50% de la chambre. Ensuite, ils parlent de l'emplacement de l'hôtel, ils parlent de l'accueil, du repas, et finalement, tout ce qu'on offre toujours en plus en tant qu'hôtelier, le parking, le transport, la propreté, l'ambiance, la déco, ben tout ça, c'est les choses dont les gens parlent le moins. Donc quel est le besoin du client quand il vient dans un hôtel et que je regarde ce genre de choses? Ben, assez simplement, marche plus. Tu peux appuyer sur le bouton? Merci. Ah, on a un petit problème technique, l'ordinateur ne veut plus fonctionner. C'est le genre de choses qui arrivent, hein. C'est des grands moments d'angoisse en règle générale, pour tout orateur. Ça y est, ça s'est remis en marche, tout va bien. Et alors, si on regarde ces différents avis, effectivement, les 4 éléments principaux, ce sont la chambre, l'emplacement, l'accueil et les repas. Ben oui, quand je vais dans un hôtel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dormir, accessoirement je vais manger, j'ai besoin que ce soit accessible, et puis si on peut être agréable avec moi et s'occuper de moi, c'est plutôt pas mal. Donc les besoins du client, les vrais besoins du client sont finalement assez simples. Les vraies sources d'enchantement, elles sont là, éventuellement un petit peu la chambre, et on voit que les Français sont quand même assez propres, il y a quand même la salle de bain. C'est rassurant. Alors je suis allé regarder un petit peu ce que faisaient les différents acteurs sur le marché pour déjà vous donner des pistes de réflexion et des choses qui ont été déjà faites par un certain nombre d'acteurs. Les coûts de construction réduits. Je vous parlais d'immobilier tout à l'heure en vous disant que l'hôtellerie, c'était très consommateur de capitaux. Aujourd'hui, il faut vraiment se focaliser sur les coûts de construction qui sont énormes. Deuxième élément, les coûts de décoration. La décoration peut coûter très cher. Vincent nous en parlera tout à l'heure, il me regarde avec un œil noir en disant « mais attends, t'es gentil là ». Mais effectivement, ce sont aussi des coûts importants. De plus en plus d'implantations d'hôtels dans des zones où la tension immobilière est moindre. J'ai vu un certain nombre d'acteurs, je pense par exemple à des modèles comme Oco Hotel qui a été créé par Pélisson notamment, ne viennent pas s'installer dans un premier temps à Paris. Leur premier hôtel, ils l'ont ouvert à Nantes. Et ensuite, ils sont allés s'installer à Grenoble. Ils viendront par la suite sur des capitales régionales ou sur des métropoles importantes comme Paris, mais après avoir fait la démonstration de leur business model. Pas de classification, on le voit de plus en plus. Mama Shelter, par exemple, celui qui s'est implanté à Paris, c'est une résidence hôtelière. Donc pas d'obligation d'être en 3 ou en 4 étoiles, d'avoir au minimum 30 mètres carrés, d'avoir une salle de bain, un lobby de telle taille ou de telle taille, parce que là encore, c'est un fort investissement. Autre élément, mais là c'est pas vraiment une nouveauté, l'outsourcing de l'ensemble des services périphériques. Donc je pense notamment aux femmes de chambre, pour certains aussi à la restauration. Vous avez des établissements aujourd'hui à Paris, ils font plus du tout de restauration, vous avez faim, vous vous faites livrer à bouffer dans votre chambre, excusez-moi pour le terme, mais vous faites livrer dans votre chambre, assez simplement. Réduction des coûts de personnel, notamment au travers de la digitalisation de l'ensemble du parcours client. Un repositionnement de l'offre de référence avec une utilisation différente des mètres carrés. Si effectivement j'arrive à réduire la taille de ma chambre, est-ce que les mètres carrés économisés ne peuvent pas me permettre de faire autre chose? Mettre en place par exemple des salles de réunion, des espaces de coworking et des choses comme ça. La digitalisation client, je vous en ai parlé. Nous avons aussi une forte réduction pour certains de ces acteurs, Oco, Mama et autres, mais je vous les présenterai un petit peu plus tard, une forte réduction de la commercialisation auprès des OTAs, 20% de commission quand même en règle générale, si j'arrive à économiser 20% de mon chiffre d'affaires, c'est plutôt pas mal. Une stratégie CRM très souvent musclée, qui s'appuie souvent sur les réseaux sociaux, mais pas exclusivement, des formes juridiques fiscales intéressantes,
Je vous parlais du cas de Mama Shelter qui s'est mis en résidence, l'utilisation de structures juridiques comme les sociétés anonymes qui permettent d'être cadres dirigeants non salariés. Donc là encore, même sur les dirigeants, je vais pouvoir faire des économies sur les frais de personnel. Et la mise en place de têtes de pont pour le développement hôtelier. Des têtes de pont qui vont me permettre, en allant sur des zones immobilières moins tendues, de pouvoir me développer nettement plus rapidement. Voilà déjà pour cette première partie un rapide panorama de ce qui se passe sur le marché et quelles sont les tendances dans l'innovation dans l'hôtellerie. Je vous remercie de votre attention.